c'est pas une fin, mais c'est un moyen. À partir du moment où elle s'est engagée dans une labellisation X ou Y, elle affiche auprès de tout le monde ses engagements, donc elle peut aussi être, entre guillemets, attaquée par ses parties prenantes sur le non-respect de ses engagements. Et je peux juste vous assurer que quand on veut avoir du temps, on peut en avoir, et que ça n'a aucun impact sur sa performance de l'entreprise, mais c'est juste la manière dont on va le répartir. Salut les chefs, bienvenue dans cette 3e saison du podcast sur le thème de l'impact. Je suis Sophie Plumer, ancienne DRH et manager. J'accompagne aujourd'hui les transformations des entreprises à travers 2 outils, le podcast d'entreprise et le coaching de dirigeants et de managers. Avec l'expérience, je me suis vraiment forgé une conviction, c'est que les entreprises et celles et ceux qui les dirigent ont une responsabilité importante dans la construction d'un monde meilleur, plus durable. Alors depuis le mois de mars, je pars à la rencontre de chefs d'entreprise qui font bouger des lignes, chaque jour, à leur échelle, souvent avec douceur, toujours avec profondeur. Sans tabou, nous parlons de leurs projets, de leurs rêves, de leur rôle de chef, de leurs doutes aussi bien sûr et de la manière de les dépasser. Tel un mantra, chaque épisode démarre avec la même question. Ça veut dire quoi pour toi avoir un impact positif sur le monde ? Grâce à mes invités, j'explore cette notion de l'impact positif que l'on entend un peu partout. Je cherche à mieux la comprendre et surtout à comprendre les différentes façons dont les chefs engagés de petites, moyennes ou grandes entreprises se mettent en action pour avoir un impact positif. Aujourd'hui, je reçois Charles-Henri Marnia, multi-entrepreneur engagé. Charles-Henri est d'abord le fondateur d'une entreprise de conseil, très attentif au bien-être de ses équipes. Puis il a voulu aller plus loin dans l'impact et il a créé un label RSE généraliste qui s'appelle The Positive Company. J'ai invité Charles-Henri car j'entends partout parler de B Corp. Donc découvrir une alternative européenne et même française ancrée dans notre culture et notre territoire, ça m'a vraiment intriguée et intéressée. Avec Charles-Henri, vous allez mieux comprendre ce que c'est que la RSE, quelle est la vision européenne du développement durable et enfin l'intérêt d'entrer dans une démarche de labellisation pas comme les autres. Voilà, j'espère que cet épisode vous donnera envie de regarder et pourquoi pas d'auditer vos pratiques de plus près. Je glisse en commentaire de l'épisode tous les détails et les liens qui concernent Positive Company. Enfin, une dernière chose, si le thème de l'impact positif résonne pour vous et que vous trouvez des réponses à vos questions dans les épisodes de Chef, je vous invite vraiment à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça prend vraiment 15 secondes et ça m'aide énormément à valoriser le message que font passer mes invités et à être visible dans les classements. Car vous savez, ces types de classements fonctionnent surtout sur la performance et parfois un peu moins sur la qualité ou l'impact. Donc je vous remercie du fond du cœur pour votre notation et votre soutien. Voilà, je vous ai tout dit, donc je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Charles-Henri Marnia de Positive Company et je vous donne rendez-vous en fin d'épisode pour le traditionnel débrief. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Chef. Charles-Henri, tu es le fondateur du label RSE Positive Company, le label RSE Made in France. Et je t'ai invité sur Chef pour creuser avec toi 3 sujets dans cette saison sur l'impact positif. La première raison, c'est est-ce qu'il y a un impact positif Made in France, français, culturel ? Le deuxième sujet, c'est évidemment la question de la labellisation. Moi, je rencontre beaucoup de dirigeants, soit qui sont très fiers d'être labellisés tel ou tel label, et il y en a d'autres qui se questionnent sur est-ce que c'est une bonne idée ou pas, et il y en a qui se posent la question de mais pourquoi faire, voilà. Donc j'aimerais que tu nous éclaires un peu là-dessus. Et puis la dernière raison pour laquelle je t'ai invité sur Chef, c'est que tu es quelqu'un d'engagé, un chef d'entreprise engagé sur ces sujets d'impact positif. Donc forcément, j'ai envie de parler aussi de ton engagement à travers Positive Company, mais peut-être au-delà, tu nous en diras plus. Avec plaisir. Je démarre toujours cette saison sur l'impact avec une question rituelle. Donc ça veut dire quoi pour toi, Charles-Henri, avoir un impact positif sur le monde ? C'est une grande question et si ça pouvait se résumer en une phrase, ce serait simple, mais c'est pas le cas. Moi, j'avais envie de prendre le contre-pied, Sophie, à ta question pour démarrer cette interview, c'est que tout ce qu'on fait évidemment a un impact et j'ai envie d'avoir une parole qui est plutôt d'expert sur ce sujet et plutôt une remarque ou on va dire un rapport d'étonnement qui est que aujourd'hui on est en train de scientifiser cet impact. Alors c'est intéressant évidemment d'arriver à de plus en plus calculer l'impact positif, l'économie d'énergie, les économies de matière, etc.
Mais malheureusement pour moi, c'est aussi souvent sujet à détourner la solution du problème, quoi. Et donc, pour moi, il faut aujourd'hui qu'on rentre plutôt dans une société qui soit dans une économie du besoin et non plus d'une économie du désir. Ce que j'entends derrière, c'est que on produit beaucoup trop de choses qui n'ont pas d'utilité ou très peu pour répondre de plus en plus à des besoins qu'on se crée. Et malheureusement, pour moi, on s'éloigne du coup de la vraie du vrai questionnement qui est de quoi on a vraiment besoin et après ça va amener aussi une notion derrière de robustesse des choses qu'on va produire. Mais globalement, pour moi, avoir un impact positif, c'est déjà se poser la première question c'est est-ce que j'ai besoin de créer ce produit, est-ce que j'ai besoin de créer ce service et quelle va être son utilité. Positive Company, vous êtes un label RSE. Moi, je parle d'impact positif. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre la RSE et l'impact positif ? C'est une bonne question. La RSE, il faut vraiment voir ça comme une manière accessible à tous de pouvoir transformer son cœur d'activité pour qu'il soit compatible avec les limites planétaires. Donc la RSE reste une méthode plus qu'une fin en soi. Aujourd'hui, globalement, l'ensemble des référentiels qui permettent de se structurer sur ces sujets sont issus de l'ISO 26000, qui est une norme internationale qui n'est pas certifiable, d'où les labels comme les nôtres. Mais la RSE permet notamment de mesurer cet impact et de faire un vrai 360 sur ces sujets-là qui sont quand même assez complexes au début. Puisqu'on va toucher aux problématiques sociales, on va toucher aux problématiques de la gouvernance. Ça va faire donc réfléchir sur son cœur d'activité et puis comment le transformer. On va toucher aussi à l'impact local de son entreprise sur son territoire. Évidemment, l'impact environnemental, en passant par le carbone, l'économie circulaire, etc. Donc, on est vraiment sur un 360 de l'entreprise qui positionne l'entreprise dans sa place dans la cité. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, j'avais jamais vu la RSE comme une méthode, un peu naïvement, peut-être. Moi, je viens du monde des RH, tu sais, donc pour moi, la direction de la RSE, c'était dans les RH, bien souvent. Et alors c'est sûr, on pilotait les sujets de diversité, d'inclusion, d'impact environnemental aussi. Mais c'est vrai que je m'étais pas dit que c'était une méthode pour avoir de l'impact. Et certains vont en faire le procès, et je crois que je sais plus quelle école à Toulouse avait fait le grand procès de la RSE en disant bah oui, bravo toutes ces entreprises qui publient des indicateurs, etc. Mais c'est pas suffisant. Et non, et je partage évidemment ça, mais on n'a pas trouvé mieux à ce jour. Moi, j'ai souvent des échanges un peu animés parfois avec mes collègues RH, mes anciennes collègues RH, où je leur dis mais moi je trouve ça encore dingue qu'en 2023 on ait besoin d'une direction de la RSE. Ça devrait être dans toutes les fonctions, en fait. Ça devrait être un état d'esprit, ça devrait être une manière de penser. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, alors vas-y, intéressant. On va avoir un débat. Alors, qu'est-ce que je vois, moi, en tant qu'expert et évaluateur sur ces sujets? C'est qu'en gros, la RSE, c'est exactement ce que tu dis. On donne cette fonction-là en plus d'autres fonctions dans l'entreprise. Ça veut dire qu'une personne au marketing, souvent, ou au RH, etc., va avoir en plus de ses fonctions, et souvent on lui dit ah bah tiens super, toi t'es engagé, on va te donner la RSE. Qu'est-ce qui se passe au bout de 6 mois, elle est en burn-out quand elle est vraiment engagée. Donc oui, évidemment la RSE devrait être partagée. Je provoque évidemment en disant ça, mais la RSE devrait être incarnée par tout le monde, oui, mais surtout elle devrait aussi être pilotée par une personne qui est dédiée à ça. Et en fait, ce que beaucoup de dirigeants ne comprennent pas tout de suite, c'est que c'est pas juste je vais planter des arbres et je vais faire les choses un peu mieux à droite à gauche, ou je mets un coup de polish ici, ou j'arrête les photocopieurs, on est dans le cliché, mais en fait ça va questionner normalement son modèle d'affaires. Donc ça va questionner son cœur d'activité. Et en fait, si vous mettez très peu de moyens sur la refonte de son cœur d'activité, en fait on passe à côté du sujet. Donc c'est même risqué pour une entreprise de prendre ça à la légère. Donc on voit que les mutations dans les entreprises vont de plus en plus vite, et là on voit que l'IA est en train de pointer le bout de son nez. Donc encore une nouvelle révolution qui est en train de transformer nos modes de travail. Donc on est aujourd'hui sur des révolutions qui sont très très rapides à l'échelle de l'économie, et la RSE est la plus transformative, donc et la plus complexe aussi. Donc s'y prendre au plus tôt, c'est vraiment un sujet clé, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à créer un label RSE, justement pour avoir l'impact peut-être dont tu parlais dans ma question précédente? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie de créer Positive Company?
Alors moi, je fais partie aussi d'un réseau de dirigeants qui s'appelle l'APM, Association de progrès pour le management. Et donc, j'ai toujours été en réflexion sur quel est finalement le rôle du dirigeant je parlais de la cité, mais globalement dans l'économie aussi. Hein. Et donc, j'ai créé maintenant ça remonte déjà, en 2011, donc il y a 12 ans, une société de conseil en ingénierie, dans l'industrie, qui emploie 250 personnes et qui est toujours active aujourd'hui. Et j'avais fondé cette société sur quelque chose qui était très trendy, j'ai envie de dire, à l'époque, la notion de bien-être au travail, etc. Et en fait, franchement, je pense que j'avais mis tout ce qui était possible en termes de modalités dans le modèle qu'on avait, mais en termes de possibilités pour mes collaborateurs au niveau du bien-être au travail ou de la qualité de vie au travail. Et franchement, j'ai ressenti que l'attente n'était pas forcément que sur la qualité de vie au travail, mais aussi et surtout sur le sens au travail. Et donc, j'ai moi-même toujours été engagé d'un point de vue plus social et de plus en plus environnemental. Et je me suis dit, mais comment aujourd'hui, avec mes compétences, je peux essayer de transformer l'économie. Donc, il y a deux manières de transformer l'économie. Vous avez la loi, c'est simple, hein, donc toute une batterie de réglementations qui impacte de plus en plus nos entreprises, notamment en Europe avec la CSRD, mais peut-être qu'on va en reparler, mais qui est en train d'arriver en 2024. Et puis l'envie. Et en fait, voilà, moi j'ai plutôt essayé de travailler sur l'envie et travailler aussi sur une méthodologie qui évite le greenwashing, parce que des méthodologies que j'avais vues à l'époque, la grande majorité c'était quoi ? J'avais une plateforme, je mettais des documents et puis j'obtenais une notation et puis je disais que j'étais ceci, que j'étais cela. Et j'ai dit mais c'est pas possible quoi. Je dirais mais quand je voyais en plus les notations et puis les entreprises que je connaissais, je voyais un décalage assez fort avec en tout cas la perception que j'en avais. Et donc je me suis dit bah voilà, je vais dédier le reste de ma vie à la transformation des entreprises. Et comment je peux le faire ? On a créé, j'ai décidé de monter une équipe d'experts, hein, et de créer Positive Company en ayant une méthodologie qui soit, j'espère, rien n'est parfait, hein, mais qui soit le plus clair et le plus transparent possible et le moins greenwashing ou l'anti-greenwashing possible, quoi. Donc en fait, la méthodologie, le label qu'on a créé qui s'appelle donc Positive Company, à la base c'était Workplace, a pour particularité de compter pour 50% de son évaluation par le biais d'enquêtes anonymes qui sont envoyées aux principales parties prenantes. Ça veut dire que une entreprise qui veut se labelliser chez nous doit répondre à un ensemble de questions sur son activité, sa gouvernance, son empreinte sociale, sociétale et environnementale, et doit finalement interroger son écosystème sur comment elle est perçue sur ces sujets-là. Et pour moi, c'était fondamental parce que je cherchais vraiment une méthodologie qui soit anti-greenwashing et en fait, on peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Et bien, c'est la même manière. Aujourd'hui, on peut pas tromper tous ses salariés, tous ses clients, tous ses fournisseurs. Ouais, c'est vraiment la proposition de valeur forte. Ouais. De Positive Company. J'ai eu l'occasion récemment de discuter avec Claire Bonenfant, qui est une ancienne invitée de chef et aussi la directrice générale France de S3, oui. Et récemment labellisée Positive Company. Et on en parlait, elle me disait que ça a été vraiment un des éléments déclencheurs de la labellisation Positive Company, parce que ça leur a été hyper utile. Et elle disait, j'étais vraiment très intéressée de voir à la fois que disaient les salariés à un tiers qui n'est pas nos enquêtes internes, RH, etc. Que disaient nos clients, que disaient nos fournisseurs et notre écosystème de manière générale. Au-delà du label, c'est surtout un outil qui est génial, hein. Honnêtement. Ouais, voilà. Évidemment, je suis un peu subjectif sur le sujet, mais franchement, au-delà du label, l'outil est extraordinaire. Vous avez un 360 sur l'entreprise, des idées d'amélioration sur des sujets clés. Ça permet aussi de se différencier en termes de stratégie RSE, parce que globalement, qu'est-ce que font les 3/4 des entreprises ? Elles regardent ce que font les concurrents et elles essaient de faire un peu mieux ou différemment. Là, aujourd'hui, nous, quand on remet des rapports de deux entreprises qui font la même chose ou la même activité, parfois même dans la même ville, ça nous est arrivé, et on a des recommandations qui sont très différentes, parce que vous avez un management qui est différent, parce qu'il y a une culture dans l'entreprise qui est différente, parce qu'il y a une histoire qui est différente aussi, et donc les enjeux sont variables d'une entreprise à une autre, et nous, ce qu'on remet dans le rapport qu'on remet à chacun de nos labellisés, c'est vraiment une feuille de route à 10 ans auprès de l'entreprise qui est vraiment sur mesure. Ok, je vais peut-être poser la question qui fâche, mais c'est quoi la différence entre Positive Company et B Corp ? Qui est, j'ai l'impression, en tout cas moi dans mon monde et dans les dirigeants que je côtoie, la labellisation RSE
à laquelle ils pensent de manière évidente. Ouais. Alors, B Corp est une bonne solution. Après notre arrivée après B Corp, avec tout un volet de compétences qui sont différentes et plus, je dirais, alignées avec les enjeux de ce jour. On a mis en place des outils qui sont digitaux et qui sont vraiment accessibles à tout le monde et permettent de se mesurer. Et surtout, la grosse différence avec un B Corp, c'est l'interrogation des parties prenantes. C'est-à-dire que je reviens encore sur ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on met des documents sur une plateforme qu'on peut vérifier finalement tous les vices d'une entreprise. Et nous, par notre méthodologie, on permet vraiment de garantir, je dirais, aux parties prenantes que l'entreprise est vraiment engagée. Voilà. Donc la grosse différence, elle est là. Après, au-delà de ça, on a quand même aussi une très grosse différence culturelle. On a quand même 150 ans de combat social derrière nous, plus de 100 ans de combat environnemental. Aujourd'hui, on reste très proche d'un socle réglementaire franco-européen et je suis assez convaincu que dans les prochaines années, les entreprises pourront pas faire 1000 référentiels différents. La CSRD qui est en train d'arriver et qui va toucher désormais des entreprises de plus de 250 salariés, c'est ce qui correspond à 50 000 entreprises en Europe, ce qui est pas rien. Ces entreprises vont devoir reporter selon un référentiel qui est normatif et qui va concerner tout le territoire européen. Donc, nous, notre rôle, c'est d'être au plus proche de ce référentiel-là pour éviter les doubles ou triples reporting que peuvent avoir les entreprises. Donc, je crois malheureusement que les entreprises n'auront pas d'autre choix que d'aller vers des référentiels qui soient alignés à minima avec le territoire réglementaire auquel elles sont sujettes. Ok, hyper intéressant. Je veux bien que tu nous détailles un petit peu plus, toi, ta vision justement de la RSE et de l'impact positif comme un asset culturel. Pareil, moi, c'est quelque chose que j'ai appris en discutant avec toi. Je m'étais jamais dit que la RSE était, ou l'impact positif, on avait une vision culturelle. J'avais l'impression que c'était assez universel, mais en fait, c'était un biais complètement faux. Tu as commencé un peu à nous expliquer quelques différences, mais c'est quoi l'impact positif made in France ou made in Europe ? Oui. En fait, en France, particulièrement en France, certains bondiront parce qu'il y a finalement peut-être trop de lois, mais en fait, en France, on est un des pays précurseurs sur ces sujets-là. Et c'est dû notamment à notre histoire, 1789, etc., etc. Je vais pas revenir dessus, mais on a cette fibre aussi de revendications sociales très fortes qu'on a pu voir, gilets jaunes, les mouvements dans la rue pour les retraites, pour le climat, etc. On reste un pays de revendications et avec notamment un positionnement social très élevé, avec une prise en considération de l'humain très forte. On a ça dans notre ADN et au-delà de l'ADN, on l'a reporté dans le biais de directives et de lois, comme le devoir de vigilance, la loi Sapin II, la loi Pacte, la loi AGEC, la loi Climat et Résilience. Et c'est pas terminé, je dirais. On est en train de contraindre et de normaliser de plus en plus ces sujets-là. Je dirais, je n'ai pas une définition propre de la RSE à l'européenne, mais ou de la développement durable à l'européen. Mais c'est finalement toute la somme de ces initiatives qui sont historiques et qu'on va retrouver derrière dans un paysage réglementaire et plus que ça, qui nous permettent aujourd'hui de définir ce que c'est que la RSE européenne. Après, la grosse différence se fait notamment sur ce qu'on appelle la matrice de double matérialité, qui est un gros mot pour la plupart des auditeurs, mais qu'est-ce que c'est qu'une matrice de double matérialité ? C'est une matrice c'est le point de départ du reporting extra-financier qui sera obligatoire dans les prochaines années pour les entreprises en Europe, qui va vraiment donner une vision différente finalement de l'entreprise. C'est plus comment mon activité va survivre par rapport au changement extérieur, c'est comment mon activité va impacter le monde. Et donc ça, je dirais, si vraiment je dois résumer aujourd'hui une vision européenne de la RSE, elle est fondamentalement là. Hyper intéressant. Je reviens au label pour tamponner un peu cet impact et mesurer cet impact. Parce que pour tout te dire, moi, avant de te rencontrer, j'étais un peu partagée sur les labels. Parce que je savais jamais trop à quel point les labels, c'était du greenwashing. Alors encore plus les labels dont tout le monde parle et où tout le monde dit « Ah là là, c'est absolument génial, il faut absolument qu'on se fasse labelliser ça ». Moi, j'ai une tendance un peu méfiante parfois. Je me dis « Ok, c'est quoi qui se cache derrière ?» Donc, j'avais un peu peur au greenwashing ou au social washing.
Et en parlant aussi un peu avec différentes personnes, j'avais l'impression que se faire labelliser, c'était hyper cher. Et donc, je me disais, mais en fait, est-ce que c'est pas juste payer un joli logo qu'on met sur nos plaquettes de recrutement ou nos plaquettes de marketing pour les consommateurs? Donc, ma question pour toi, c'est à quoi ça sert de se faire labelliser? Alors, je vais juste rebondir, avant de répondre à ta question, je vais juste rebondir sur le sujet du côté cher du label. Il est fondamental que la RSE ne soit pas un sport de riches. C'est vraiment fondamental. Il faut que ce soit le plus participatif possible, il faut que ce soit le plus démocratique possible. Donc, on a fait vraiment le maximum pour avoir des tarifs les plus bas possibles. Après, pour être crédible aussi dans une démarche RSE, ça nécessite aussi un vrai gros travail que font les labels RSE, tous aujourd'hui, qui nécessite évidemment d'aller décortiquer et de vérifier aussi que ce soit pas du greenwashing. Donc et ce travail, c'est généralement du temps humain, et donc du temps humain, c'est ce qui coûte le plus cher, et donc fatalement, ça a un coût. Maintenant, pourquoi aujourd'hui se faire labelliser, quelle est la valeur ajoutée, etc. Je veux juste aussi remettre un petit peu de contexte. On parle en tout et pour tout, en France, de 1000 entreprises labellisées. Il y a 2-3 labels qui ont pignon sur rue comme le nôtre, mais on parle en tout de 1000 entreprises sur 4 millions de PME, quoi. Donc, certes, c'est... Tout label confondu? Oui, tout label confondu, ouais. Waouh, ok, c'est pas beaucoup. Donc, c'est rien aujourd'hui. Donc effectivement, c'est intéressant d'aller sur ces démarches-là, mais ça reste encore un épiphénomène à l'échelle de la société. Et pour faire un parallèle, il y a la société à mission, donc qui existe depuis la loi Pacte. Aujourd'hui, on va être aussi à 1000 entreprises qui sont sociétés à mission. Donc ça reste encore un épiphénomène, hein. Par contre, est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est pas du greenwashing? Je dirais que par rapport à ce qu'on fait, non, je suis convaincu que c'est pas du greenwashing. J'en suis convaincu à 2000%. Globalement, ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est que c'est pas une fin, mais c'est un moyen. Voilà. Ce sont souvent surtout des moyens de transformer son activité. Et au-delà du moyen, et ça vraiment, faut retenir une chose dans une labellisation, c'est surtout ça, c'est l'engagement de l'entreprise. À partir du moment où elle s'est engagée dans une labellisation X ou Y, elle affiche auprès de tout le monde ses engagements, donc elle peut aussi être, entre guillemets, attaquée par ses parties prenantes sur le non-respect de ses engagements. Et donc, je dirais, nous, la principale valeur de nos entreprises, de nos labels, pardon, excuse-moi, c'est vraiment de marquer au fer rouge l'entreprise dès le début en disant, bah voilà, maintenant vous avez décidé de vous lancer et d'afficher auprès de tout le monde que vous êtes une entreprise engagée. C'est bien, continuez dans cette voie-là, mais entre guillemets, vous pouvez plus faire marche arrière. Et je pense que c'est vraiment vertueux. Voilà. Ah, j'aime beaucoup ce que tu dis. Le label, c'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen, un outil qui nous aide à savoir où on en est et puis à nous améliorer et puis faire partie en fait d'une communauté dans ce sens, parce que le côté social au sens collectif, faire avec des gens et s'entourer de personnes qui sont dans cette même dynamique, c'est hyper important. Oui, bien sûr, on travaille évidemment mieux. Enfin, nous, c'est tout le fondement du label, c'est ça, hein, c'est vraiment le dialogue partie prenante, hein. Et donc, on est assez convaincus que l'ère de la compétition est terminée. Ceux qui sont vraiment dans cette dynamique-là, à essayer d'être plus forts que les autres, au meilleur prix, etc., aujourd'hui, sont morts. On est vraiment dans l'ère de la collaboration. De toute façon, les ressources sont finies. On les a quasiment toutes exploitées. Donc maintenant, il va falloir faire avec ce qui reste, hein. Et donc, faire avec ce qui reste, ça veut dire fatalement partager les moyens. Ça veut dire fatalement travailler ensemble sur des sujets. On arrive bientôt à la fin de notre échange, Charles-Henri. Il me reste 2 questions. Une question sur le management, parce que mine de rien, on est sur Chef et c'est quand même aussi l'ADN du podcast. Est-ce que tu as un exemple de pratique managériale qui t'a particulièrement marqué et que tu as retrouvé dans une entreprise Positive Company? Alors, j'ai pas d'exemple en tête dans une Positive Company. Encore une fois, nous, on n'est pas un label social, hein. On est un label généraliste, donc j'ai pas forcément d'idée en tête, mais je peux partager plus une pratique que j'utilise depuis quelques années maintenant. Je suis un créatif, voilà, chacun a sa personnalité, et j'aime aussi bien que dans mes équipes les gens viennent avec des idées, et donc on a un terreau, on met en place un terreau dans l'entreprise pour qu'il y ait la possibilité de faire remonter des idées. Par contre, il y a un principe que j'applique depuis des années, c'est le fameux
You see it, you do it. C'est quoi? You see it, you do it. C'est que parfois, on peut avoir beaucoup d'idées qui remontent, des bonnes et des moins bonnes. Et l'idée, c'est que j'aime bien que les gens qui ont des idées les portent à minima au démarrage, parce que assez vite, ils s'aperçoivent si c'est une bonne ou une mauvaise idée, et ça permet aussi vraiment de donner une dynamique qui n'est pas forcément que top-down, type je suis dirigeant, j'ai une idée, on applique. C'est vraiment une dynamique qu'on lance dans l'entreprise qui est participative. Donc j'aime bien cette idée-là, et en plus elle est facile à retenir. Donc voilà. C'est quoi? C'est tu vois le problème, t'as la solution et t'es acteur de la solution. C'est ça, ou ça peut être j'ai une idée d'un nouveau projet, etc., de transformation dans l'entreprise, par exemple. Et ben du coup, c'est moi qui explore en tout cas les premières étapes pour voir si l'idée fleurit en fleurs plutôt. Ok, ça marche. Et alors, est-ce que tu as un dernier message, un dernier mot pour les chefs qui nous écoutent et qui s'interrogent sur leur impact et sont dans une démarche d'améliorer cet impact? Oui, je vais évidemment prêcher pour notre paroisse. Premièrement, allez vous inscrire tout de suite sur notre plateforme, c'est gratuit et vous allez vraiment pouvoir bénéficier du savoir-faire de centaines d'entreprises. J'ai oublié juste de préciser que nos référentiels sont participatifs. Ça veut dire un peu comme Wikipédia. Si vous arrivez sur le référentiel et vous dites cette formulation de question, elle pourrait être revue, ou je propose une autre suggestion dans les réponses, et ben vous pouvez suggérer une évolution, et nous on fait une mise à jour tous les mois des référentiels, donc ils sont vraiment les plus à jour. Donc bénéficiez de ce savoir-faire de centaines d'entreprises et d'experts qui ont travaillé là-dessus pour avoir un vrai 360 et commencer déjà à vous mesurer sans forcément entrer dans une démarche de labellisation. Mais je dirais la première étape pour moi, c'est vraiment déjà de faire un diagnostic de où est-ce qu'on en est. Et donc je suggère vraiment d'y accorder du temps, surtout. C'est surtout ça comme conseil que je donnerais, c'est donnez-vous le temps en dehors de votre quotidien qui est souvent pris par plein de problématiques d'inflation, etc. Accordez-vous du temps pour vous recentrer sur ces sujets-là, comprendre comment ça fonctionne et puis finalement vous positionner aussi et repenser votre propre activité. Ok. En sachant que parfois les gens ils n'ont pas beaucoup de temps, en quoi c'est un sujet qui doit venir sur le haut de la pile? Le temps est toujours très relatif à chacun. Hein. On décide ou pas de s'en donner du temps. Et je vais faire juste un petit aparté là-dessus. Nous, on a décidé de tester la semaine de 4 jours il y a un peu plus d'1 an. Et on l'a testé pendant 6 mois. Et donc, on a repensé notre organisation, notre rapport au temps, justement. Et je peux juste vous assurer que quand on veut avoir du temps, on peut en avoir. Et que ça n'a aucun impact sur sa performance de l'entreprise. Mais c'est juste la manière dont on va le répartir. Et par rapport à ça, l'enseignement qu'on a eu, c'est typiquement, on a un peu moins de réunionites internes, mais par contre, on a décidé que tous les lancements de labels se feraient le mardi, parce que comme ça, on arrive à s'organiser le lundi et que tout est prêt et qu'on les enchaîne le mardi. Voilà, c'est un exemple très concret. Donc, du temps, quand on veut, on en trouve. Voilà. En t'écoutant, quand tu disais prenez le temps, etc., ils ont parfois pas trop de temps. Donc, au-delà de prendre ce temps et d'avoir la capacité à le faire, qui est une question de volonté, c'est ce que j'entends dans ta réponse. Cette volonté, elle doit être alimentée par quelle raison? Alors, je vais pas revenir sur tout ce qui se passe aujourd'hui d'un point de vue climatique, social, etc. On sait déjà qu'on peut plus faire du business as usual, comme on dit. Hein. Donc, il y a une prise de conscience qui est collective, et ça, c'est un constat qui est désormais définitif, tant mieux. Maintenant, je dirais, au-delà de la pression que peuvent apporter les médias aussi sur ces sujets, etc., on parle souvent de raison d'être d'entreprise. Moi, je ferai un écho plutôt à la raison d'être personnelle. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant aujourd'hui, quelle est sa raison d'exister et d'avoir créé une entreprise ou l'avoir reprise ou de la diriger en tout cas? Est-ce que c'est uniquement financier ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres sujets que ça? Et donc, je ferai plutôt appel à la corde sensible de chacun en disant, voilà, aujourd'hui, retrouvez l'enfant que vous étiez, retrouvez l'envie que vous aviez d'échanger avec les autres et appliquez-le dans l'entreprise. Et appliquez-le dans l'entreprise pour aussi pour ceux qui sont peut-être moins sensibles à ce sujet, ne serait-ce que pour une question de fierté personnelle. C'est-à-dire que vous serez fier à la fin de votre vie ou de votre carrière d'avoir développé une entreprise, d'avoir donné de l'emploi, je serai toujours pour, mais vous serez peut-être encore plus fier de l'avoir fait dans le bon sens et dans la bonne manière, et d'avoir eu un impact positif sur votre écosystème et
Et c'est peut-être comme ça, quand vous regarderez derrière votre carrière, que vous serez fier de vous. Et donc, je ferai juste appel à votre propre sensibilité. Voilà. Merci beaucoup, Charles-Henri. Je mettrai tous les liens d'informations et en commentaire de l'épisode. En un mot, vos actus très très chaudes là sur fin 2023, début 2024. On a l'objectif prioritaire là, c'est quand même de se développer en dehors de l'Europe, déjà en Europe de manière plus poussée, mais aussi en dehors. Donc on cherche, je profite peut-être de l'aura de ce podcast, on cherche des relais un peu partout en Europe et en dehors pour déployer le label. Donc si vous êtes intéressé aussi de diversifier votre activité, ou si vous êtes un cabinet de conseil spécialisé sur ce sujet, avec des antennes un peu partout en Europe, on est très intéressé d'avoir vos contacts pour accélérer cette démarche-là, parce qu'on a clairement envie de devenir un label international. On l'a pas appelé Positive Company par hasard. Ok. Bon, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis le message est passé. Merci beaucoup, Sophie. À très bientôt. Merci. Alors, qu'avez-vous retenu de ma conversation avec Charles-Henri ? De mon côté, j'ai sélectionné quelques phrases clés qui vont me servir de trame pour ce débrief. Il est fondamental que la RSE ne soit pas un sport de riches. La RSE, l'impact positif ou encore le développement durable ne sont pas destinés qu'aux riches ou qu'aux grosses entreprises. Charles-Henri l'a suffisamment répété, la RSE, c'est une méthode pour travailler notre impact. Donc à partir de là, que l'on soit gros, petit, riche ou moins riche, il suffit presque d'appliquer la méthode à notre business model, à notre taille d'entreprise, à nos moyens. Et j'en profite pour faire un coucou à Magali et la citer comme exemple. Magali, c'est une restauratrice, la chef d'une entreprise de 11 collaborateurs qui, à son échelle, est vraiment engagée dans une démarche de développement durable. Elle fait attention à la qualité de vie de ses collaborateurs, elle fait attention à ses fournisseurs, à ses clients et à l'impact qu'elle a sur son territoire en Bretagne. Donc pour moi, c'est vraiment un exemple que l'on soit gros ou petit, c'est vraiment possible d'avoir un impact positif. Charles-Henri mentionne également cette phrase, il est fondamental que la RSE ne soit pas qu'un sport de riches, car chez Positive Company, ils mettent à disposition en open source, donc gratuitement, une grande partie de leur référentiel. Donc si vous vous posez des questions sur votre impact et avez envie de jeter un œil à la documentation de Positive Company, allez sur leur site dans la partie ressources puis référentiels. Vous y trouverez vraiment des premières aides pour vous aider dans votre démarche. Je vous glisse aussi le lien en commentaire. C'est comment mon activité va impacter le monde. Il y a deux notions que j'aime bien dans cette phrase, le comment et le monde. Charles-Henri ne pose pas la question de savoir si les entreprises ont un impact ou non. Elles ont un impact quoi qu'il arrive. Il pose la question de savoir quel est leur impact. Chez Positive Company, on obtient d'ailleurs des étoiles, 1, 2 ou 3 étoiles quand on est labellisé. Ces étoiles sont fonction des actions mises en place, mais surtout de l'impact réel sur notre monde. Et c'est ça qui m'a plu dans ce label. Par ailleurs, quand Charles-Henri parle du monde, ça pourrait paraître abstrait, mais ça ne l'est pas. Il regarde l'impact sur les équipes en interne, sur les fournisseurs, sur les clients et bien sûr sur la planète. Par ailleurs, on n'est pas obligé d'être dans une démarche de labellisation pour questionner notre entourage sur l'impact que l'on a sur eux. En tant que chef, vous pouvez très bien demander à vos équipes, à vos collègues, à vos clients internes ou externes ou à vos fournisseurs des feedbacks. Ça me donne d'ailleurs envie de vous demander à vous quel est l'impact de l'écoute d'un épisode de Chef. Si vous voulez me le dire sur les réseaux sociaux, que ça soit sur LinkedIn ou Instagram, j'aimerais vraiment beaucoup lire vos réponses. L'ère de la compétition est terminée. Ceux qui sont vraiment dans cette dynamique-là, à essayer d'être plus forts que les autres, sont morts. On est vraiment dans l'ère de la collaboration. De toute façon, les ressources sont finies. Beaucoup de chefs ont appris à collaborer pour innover ou vendre davantage. Mais je suis convaincue que peu de chefs font le lien entre les limites des ressources planétaires et la nécessité de collaboration. La phrase de Charles-Henri nous invite donc à revoir la manière et surtout les raisons pour lesquelles on collabore. Pas pour aller plus vite, mais pour utiliser des ressources restantes ensemble, se concerter, faire avancer les innovations au profit du reste de la population. Bref, une collaboration pour servir le collectif, la communauté, pas pour nos intérêts personnels. Si vous n'êtes pas convaincu de cela, je vous invite à écouter l'épisode avec Juliette Mucchielli, la directrice générale de Venetis, qui explique à merveille les raisons et les avantages de la coopération. Voilà, nous arrivons à la fin de ce débrief et donc de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pensez à mettre une note sur Apple Podcast et Spotify si c'est le cas. Par ailleurs, si vous souhaitez développer les prises de conscience de vos collectifs de management ou développer votre impact positif, je propose des accompagnements individuels ou collectifs pour travailler sur ces sujets avec vous. Vous pouvez me joindre très facilement sur LinkedIn. Merci encore pour votre écoute et à très vite!